Dans une précédente vidéo, nous avions regardé comment démontrer si un élément appartient ou non à un ensemble donné. L'objectif de cette vidéo est de s'intéresser à la notion d'inclusion, c'est-à-dire de se demander quand est-ce qu'un ensemble est inclus dans un autre. Et la question qui est relative à cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on démontre qu'un ensemble est vraiment inclus dans un autre ensemble. Donc là, pour l'exemple, nous allons nous intéresser à l'ensemble des antirelatifs Z, comme -1, 0, 1, 12, -12, etc. Un ensemble infini qui contient tous ces nombres-là, nombres relatifs. Et nous allons montrer que Z est inclus dans cet ensemble, qui est l'ensemble donc des x réels appartenant à R, tels que la valeur absolue de cos πx est supérieure ou égale à 1,5. Voilà un ensemble un petit peu exotique, et on va essayer de montrer que Z est inclus là-dedans, et on va se demander comment faire. Donc cet ensemble-là, on va l'appeler E. Alors qu'est-ce que l'inclusion? Donc rappelons ce qu'est l'inclusion. Un ensemble est inclus dans un autre, on va faire un petit dessin. L'ensemble A donc va être inclus dans B. Si tous ces éléments sont des éléments de B, c'est-à-dire que toutes les croix, donc les éléments qui sont dans A là, si toutes les croix de A sont dans B, ça veut dire que A est inclus dans B. Donc A est inclus dans B si, pour tout élément de A, cet élément appartient à B. Donc l'objectif, notre but ici, c'est de regarder si, lorsqu'on prend un élément de Z, est-ce qu'il appartient à cet ensemble. Et arbitrairement, quel que soit le choix de Z. Donc là, le raisonnement est très simple. Il s'agit simplement de prendre un élément de Z. Alors, on prend un élément arbitraire, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir celui qu'on souhaite, et on essaie de montrer qu'il est dans l'autre ensemble. Donc soit un élément appartenant à Z, donc soit en général les éléments de Z on les note par exemple K, donc soit K appartenant à Z. Et donc un bon réflexe, quelque chose que j'encourage systématiquement à faire, c'est de décrire ce qu'on souhaite montrer, quel est le but. Donc il faut vraiment écrire le but. Donc notre objectif, notre but, c'est montrer que K appartient à E. Et deuxième bon réflexe à avoir, une fois avoir écrit ce qu'on sait et ce qu'on veut, c'est de traduire le plus possible ce qu'on sait et ce qu'on veut. Alors, pour traduire K appartient à Z, il n'y a rien de plus à dire, parce que K appartient à Z, c'est déjà traduit, c'est K est un antirelatif. Et le fait que K appartient à E, on peut le décliner sur les propriétés de l'ensemble E. Montrer que K appartient à E, ça veut dire que K doit appartenir à R, doit vérifier la première propriété, et K doit vérifier cette propriété. Voilà, donc notre but, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on a planté le décor, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je sais que j'ai ça et je sais que je veux ça. Et c'est tout, rien d'autre. On sait ce qu'on veut montrer. Et ça, en général, ça nous facilite considérablement les choses parce qu'on a posé le cadre. Donc ça facilite le fait de trouver l'idée. Alors donc, ici, on va simplement lire et regarder ce qui se passe. Alors, est-ce que K appartient à R? Bon, ça, il n'y a rien à démontrer. K appartient à R parce que Z est inclus dans R. Donc ça, c'est une évidence, quoi. Et la question, c'est est-ce que cos πk est supérieur ou égal à 1,5? Donc ça, c'est une question moins évidente. Alors, elle est moins évidente, mais donc pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder relativement au cercle trigo ce que vaut cos πk. Je rappelle donc, que le cercle trigonométrique, sur le cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1, centré en 0, lorsqu'on trace un segment d'angle θ avec l'axe des abscisses, ce qui va arriver en abscisse, c'est le cosinus de θ. Pour ça, je réfère à la vidéo sur le cercle trigonométrique. En ordonnée, on obtient sinus de θ. Voilà, donc la question c'est pour K un antirelatif, que vaut cos πk? Bon, prenons des exemples, essayons de retrouver cela. Donc lorsque K est égal à 0, cos de pi fois 0, c'est cos de 0. Cos de 0 est égal à 1, donc on est donc ici. Donc là j'ai cos pi 0. Lorsque je fais cos de pi fois 1, cos de pi fois 1, c'est cos de pi. Cos de pi, c'est ici. Lorsque je fais cos de pi fois 2, c'est cos de 2pi, c'est-à-dire que j'ai encore fait un tour de pi. Donc cos de 2pi, c'est égal à 1, donc je retombe ici. Lorsque je fais k égale 3, je retombe ici. K égale 4, je retombe ici, etc., etc., etc. Pour les cas négatifs, parce que k, on n'oublie pas qu'il se balade dans les antirelatifs, pour les cas négatifs, la fonction étant paire, en fait, on va se retrouver exactement avec les mêmes valeurs. Lorsque je fais cos de moins pi, je fais un demi-tour dans le sens inverse d'angle pi, et je me retrouve ici.
Donc en fait, cos de pi k vaut toujours moins 1 ou 1. Et en fait, il y a une formule qui est la suivante. Cos de pi k, c'est moins 1 puissance k. Est-ce qu'on retrouve ceci? Lorsque k égale à 0, j'ai 1 à gauche, et moins 1 puissance 0, c'est bien 1. Lorsque k égale à 1, cos de pi est égal à moins 1, et moins 1 puissance 1 est égal à moins 1. Lorsque k est égal à 2, cos de 2pi est égal à 1, et moins 1 puissance 2 est égal à 1. Donc je retrouve bien en fait l'oscillation entre moins 1 et 1. Si k est pair, je suis en 1. Si k est impair, je suis en moins 1. Maintenant, on doit répondre à la question. Notre objectif, n'oublions pas, est de démontrer que cos pi k en valeur absolue est plus grand ou égal à 1,5. Alors est-ce que c'est vrai? Que vaut la valeur absolue de cos pi k? La valeur absolue de cos pi k, elle est égale à la valeur absolue de moins 1 puissance k, c'est-à-dire 1. Et 1 est bien supérieur ou égal à 1,5. On a donc montré que k est bien dans R, premièrement, et que cos pi k est supérieur ou égal à 1,5. Résultat, on a bien montré que k appartient à l'ensemble E. Et maintenant, notre cas, on n'a pas choisi un cas particulier, on a pris un cas quelconque, arbitraire, quel que soit le choix de cas, en fait ça marche, que je prenne moins 1, 0, 2, etc. Donc on a bien montré que pour tout élément de Z, cet élément est dans E. Donc on a montré que Z est inclus dans E. Voilà. Ceci achève cette vidéo sur comment démontrer une inclusion d'un ensemble dans un autre. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment important, c'est de systématiquement écrire ce que vous savez, le traduire le plus possible, écrire quel est votre but et le traduire le plus possible. Ces 4 étapes sont cruciales. En général, ce sont les 4 étapes qui vous permettent de trouver l'idée pour démontrer la question qui vous est posée. Si on n'écrit pas ces 4 étapes, en général, il y a de bonnes chances qu'on reste bloqué. Voilà. Alors, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment démontrer une égalité d'ensemble. On verra que ça se base à nouveau sur la notion d'inclusion.